Ça, c'est ce que j'appelle la deuxième mort de Chavez. On voit bien qu'avec le courage politique de Chavez et son charisme, l'Amérique du Sud avait réussi à s'émanciper progressivement au niveau de ses élites politiques officielles de la tutelle américaine. Chavez's victories in Venezuela had begun to transform his own country and offer hope to others. Powerful social forces were massing in the South, cutting across national boundaries. It was as if Simon Bolivar's dream had begun to be realized. The old oligarchies, privileged, lighter-skinned, prepared to defend their status with force, and the new social movements, indigenous, darker-skinned mixtures, and above all, poor. Chavez now moved further to the left and proclaimed that socialism was the only way forward, calling on other South American states to join in the Bolivarian Revolution. Je vous rappelle que le principe des Américains, c'est d'acheter à bas prix les matières premières à l'Amérique du Sud et de leur vendre de force des produits finis, et donc d'empêcher le développement des pays du Sud. Et que chaque fois que quelqu'un essaye de passer outre, il est assassiné ou renversé. Allende est un exemple assez récent et assez parfait de cette politique américaine. Lors d'une conférence de presse, Allende présente son programme économique. Relèvement du salaire minimum, investissement public dans le secteur social, baisse des taux d'intérêt du crédit pour encourager les investissements des petites et moyennes entreprises, que la hausse du pouvoir d'achat doit inciter à élargir leur production. Le boom économique apporte l'euphorie de l'avènement d'une ère nouvelle. Les démocrates chrétiens représentent la classe moyenne urbaine qui, au même titre que l'unité populaire, réclame une réforme agraire et la nationalisation des sociétés américaines afin que les bénéfices restent dans le pays et que le marché intérieur se développe. Le 11 septembre 1973, on annonce la mort de Salvador Allende. On ne sait pas encore s'il a été assassiné ou poussé au suicide. Chavez avait réussi à monter, je dirais, une espèce d'indépendance de l'Amérique latine qui consistait effectivement à notamment mettre ce qui rapportait de l'argent, c'est-à-dire le pétrole, en Venezuela, au service du développement du peuple vénézuélien. Fin 98, il mène une campagne triomphale à la tête d'une coalition de partis de gauche. Élu président, il lance les réformes promises. Redistribution des terres, emploi de fonctionnaires porté à 2 millions, un tiers de la population active, politique sociale en faveur des pauvres. Tout cela financé par la manne pétrolière du Venezuela, 5e producteur du monde. En réalité, pour les plus pauvres, le bilan économique du gouvernement vénézuélien au cours des 10 dernières années est globalement positif. Le taux de pauvreté, qui était de 51% dans les années 2000, est passé à moins de 27% en 2010. Il a donc été divisé par 2 en 10 ans. Le taux de pauvreté extrême, c'est-à-dire le pourcentage de gens vivant avec moins de $1 par jour, sur la même période, 2000-2010, est passé de 25% à moins de 8%. On voit donc qu'il a donc été divisé par 3 en 10 ans. Un dernier chiffre qui me paraît être le plus éloquent de la politique menée par Hugo Chavez au cours des 10 dernières années, c'est, selon l'UNESCO, l'analphabétisme a été éradiqué au Venezuela en seulement quelques années. Chavez a été assassiné, sans doute empoisonné au polonium par la même oligarchie qui avait aussi empoisonné et assassiné Yasser Arafat. Et malheureusement, derrière, on voit que le pouvoir yankee, le pouvoir impérial, reprend en main progressivement tous les pays qui s'étaient fédérés autour de Chavez. On mettra de côté la stratégie cubaine qui est différente, c'est de leur tendre la main en levant le blocus, ce qui est une stratégie intelligente. Et de l'autre côté, c'est la destitution de la présidente brésilienne. La suspension de Dilma Rousseff est approuvée. L'annonce est faite par le président du Sénat au terme de 24 heures de débat. Le suspense était quasi nul. La majorité des sénateurs avaient fait publiquement savoir qu'ils voteraient en faveur de la destitution du chef d'État. Dilma Rousseff est donc automatiquement écartée du pouvoir pour un délai maximum de 6 mois, dans l'attente du jugement final de son procès en destitution. La présidente du Brésil est soupçonnée de corruption à des fins électorales. Elle aurait sciemment maquillé les comptes publics pour dissimuler l'ampleur du déficit en 2014, année de sa réélection. En la destituant pour des raisons soi-disant de problèmes de chiffres, c'est des choses assez marginales.
Et en même temps, on voit en Argentine, au Brésil. Voici le visage du futur président argentin. Le maire libéral de Buenos Aires, Mauricio Macri, célèbre sa victoire. Il est parvenu à tourner la page de 12 années de gouvernement Kirchner, Nestor, puis son épouse Cristina. Le candidat de la droite a obtenu plus de 52% des voix. Le désir de changement des Argentins y est pour beaucoup. Les Argentins ont finalement dit adieu à Cristina. Pas de 4e mandat en vue pour Evo Morales. Le président bolivien demandait par référendum la possibilité de modifier la constitution pour pouvoir rester au pouvoir jusqu'en 2025. Mais le non l'emporte selon les résultats partiels avec plus de 52% des suffrages. Pedro Pablo Kuczynski a remporté avec une infime avance le second tour de l'élection présidentielle au Pérou. Cet ex-banquier de Wall Street a été élu avec 50,5% des voix pour succéder au président de gauche Ollanta Humala. Tous les gens qui étaient sur une ligne de gauche authentique et d'autonomie authentique sont en train d'être balayés pour mettre à leur place des soumis au pouvoir impérial américain. C'est un accord historique qui met fin à un bras de fer vieux de 15 ans entre l'Argentine et ses plus redoutables créanciers. Buenos Aires propose de payer 4,6 milliards de dollars au fameux fonds spéculatif, appelé aussi fonds vautour. Une offre à mettre au crédit du nouveau gouvernement libéral du président Macri, aux affaires depuis 3 mois et qui en a fait son cheval de bataille. C'est triste, hein, et on est obligé de le constater. On a eu une période de victoire de la gauche authentique en Amérique latine, et là on est là à un retour de la droite. Là on parle de vraie gauche et de vraie droite. Hein. Je pense, comme dit Bernard-Henri Lévy, que Daesh, c'est bon pour Israël. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Et d'ailleurs, ce n'est bon que pour Israël. Ce n'est pas bon pour les pays arabes à feu et à sang. Ce n'est pas bon pour les minorités, la minorité musulmane issue du Maghreb de France. Ce n'est bon que pour Israël. Et je vais donc vous dire pourquoi. En fait, le pouvoir de gauche, et notamment qui avait la main mise sur les banlieues via SOS Racisme, Julien Drey, les étudiants juifs de France, on sait d'où ça vient, ont un gros problème avec la jeunesse de banlieue depuis la deuxième intifada. Parce que se sentant solidaires des Palestiniens, il leur échappait un peu. Depuis septembre 2000 et la deuxième intifada, les violences, les menaces et les injures contre les juifs ont très fortement progressé, particulièrement dans les banlieues où de jeunes maghrébins s'identifient à la cause palestinienne. Et toute la question était, depuis quelque temps, et notamment depuis l'émergence de Dieudonné et de moi, qui plaisons beaucoup aux jeunes des banlieues, comment ramener la jeunesse des banlieues dans la soumission de l'époque des SOS Racisme. Et pour ça, la stratégie, à mon avis, c'est Daesh, c'est de les faire tomber dans le piège de l'islamo-racaille, de l'islam radical, qui est, comme je l'ai toujours démontré depuis mon livre de 2011, Comprendre l'Empire, en fait de l'islamo-sionisme. À l'opposé d'un islam de résistance, République islamique d'Iran, Hezbollah, Hamas. En islam de collaboration et de provocation, Arabie Saoudite, Al-Qaïda, Ben Laden. Un islam présenté comme radicalement anti-occidental, mais jouant pleinement le jeu du conflit de civilisation, dans un partenariat pervers avec l'Amérique. La monarchie saoudienne, qui le promeut et le finance un peu partout dans le monde, étant en réalité totalement dépendante et complice des États-Unis, par le pacte de Quincy, garantissant au régime wahhabite la protection militaire américaine en échange du monopole sur ses concessions pétrolières. Un partenariat militaire et économique encore renforcé depuis 1973 par la mise en place du pétrodollar. Une relation trouble entre islam radical et empire, à l'origine de la création d'Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden, et d'une façon générale de cet extrémisme islamique, dont le rôle objectif est de pousser à la confrontation les populations musulmanes et chrétiennes d'Europe, que ce soit par la sécession du Kosovo voulue par l'OTAN ou le prosélytisme du voile intégral sur le sol français, et ce pour le plus grand profit de l'Empire américain. Alain Soral, Comprendre l'Empire. C'est-à-dire que le rôle objectif de Daesh, c'est d'éloigner la jeunesse des banlieues de la cause palestinienne, hein, et de les rendre détestables aux Français, et de rendre l'islam suspect aux Français et la communauté musulmane
comment dirais-je, de la fragiliser et donc de pouvoir la faire chanter plus facilement. Il existe une frange non négligeable dans les banlieues, peut-être pas de types qui sont prêts à passer à l'acte et à y perdre la vie, mais de sympathisants. Ça se recoupe d'ailleurs avec les sondages qui sont faits sur la montée de l'antisémitisme dans les banlieues. Le deuxième gain de Daesh et de l'islam radical terroriste, c'est aussi de ramener les Français, quels qu'ils soient, dans le camp du pro-sionisme, malgré Gaza, plomb durci, et la souffrance que subissent les Palestiniens, et le virage de plus en plus extrême droitier d'Israël. Avec simplement ce message, vous voyez Français, vous avez les mêmes problèmes que nous, Israéliens, avec le terrorisme islamique. Israël se tient aux côtés de la France dans la lutte contre le terrorisme islamiste radical. Nous sommes en fraternité, et c'est tous les messages politiques aujourd'hui de nos dirigeants, c'est de faire passer ce message-là. Israël, France, même combat contre le terrorisme islamique qui ensanglante la France aujourd'hui comme il ensanglante Israël depuis des décennies. On ne le dit pas assez souvent. Israël est victime du terrorisme, a été victime du terrorisme. C'est cette démocratie qui est en guerre. Je veux rappeler que dans la région... Très peu dans les médias français d'ailleurs. Oui, ce terrorisme est une réalité. D'ailleurs, souvent les Israéliens ont le sentiment que... Ailleurs, on ne reconnaît pas le fait qu'ils sont victimes du terrorisme. Beaucoup d'Israéliens l'ont dit, on ne l'a pas entendu. Ouais. Ce qu'ils vivent, eux, nous disent-ils, vous allez le vivre. Vous allez comprendre, vous allez le vivre. Et nous, on ne les écoute pas. Ouais. On n'entend pas leurs leçons et on a bien tort. Il faut écouter les Israéliens. Oui, moi je pense. Ce qui permet de faire oublier qu'Israël est un État terroriste historiquement. Jerusalem, the birthplace of modern terrorism. After a bomb explosion caused by terrorists on the British headquarters at Jerusalem, one entire corner of the King David Hotel, a building of 7 stories, was razed to the ground. The stone floors were cut clean. In scenes eerily reminiscent of New York 55 years later, the Jerusalem bomb was the beginning of terrorism as a media event, designed to capture the world's attention. The latest casualty list included 65 killed, 47 injured. The perpetrators, Zionist Jews, members of Menachem Begin's Irgun terrorist network. Ils se sont émancipés de la tutelle anglaise et ils ont poussé leur pion après la partition de 48 uniquement par des actions terroristes systématiques. Des avions survolent le navire, des avions israéliens. Cette photo a été prise par un marin du Liberty. L'équipage est convaincu que les Israéliens, leurs alliés, les ont identifiés. Mais le Liberty est bombardé. Des avions anonymes lancent une série d'attaques avec des mitrailleuses, des missiles et même des bombes au napalm. Cette photo a été prise lors de l'assaut. Des vedettes rapides israéliennes se dirigent alors vers le Liberty et tirent 5 torpilles. Cette photo montre leur attaque. Le bâtiment est gravement endommagé. Par miracle, il ne coule pas. Les torpilleurs israéliens ont visé les canaux de sauvetage mis à la mer, en violation des lois de la guerre. Cet acharnement prouve qu'ils voulaient éliminer tous les hommes d'équipage du Liberty pour que personne ne puisse raconter ce qui s'était passé. Donc, pour boucler la boucle, effectivement, comme le dit Bernard-Henri Lévy, Daesh, c'est bon pour Israël, ça éloigne les jeunes des banlieues de l'islam authentique, de la cause palestinienne, et ça ramène les Français qui, par leur culture et leur sensibilité helléno-chrétienne, faite de raison et de charité, se rendent bien compte qu'Israël est un pays d'extrême droite. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Un pays, comment dirais-je, raciste, racial, théologique et violent. Et ça ramène par le terrorisme de Daesh les Français, je dirais, vers la sympathie, par le choix du moins pire, vers une forme de sympathie pour Israël. Exactement comme les attentats du Bataclan avaient pour rôle, à mon avis, objectif, en se passant là et non pas au Trocadéro ou à Neuilly, de ramener les bobos pro-palestiniens dans le camp du sionisme, effectivement, puisque il a été très maladroit pour les cerveaux de Daesh. Mashallah. On fera des braquages à Damas, Inch'Allah. Mashallah, mashallah. Allahu Akbar. Il a été très maladroit pour les cerveaux de Daesh de choisir la jeunesse pro-palestinienne de Bastille comme cible d'attentats terroristes islamiques, alors que si je vous fais une carte, comment dirais-je, de la France et de la région parisienne où il y a une très grande présence sioniste, etc., ils auraient pu choisir
le Trocadéro et le 17e, Auteuil, Passy, Neuilly. Hein, voilà, je fermerai le commentaire là-dessus. ونحرر هامبورغ من الكفرة شربة الخمرة والمنكر. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى. وسوف نحرر العراق من العراقيين بإذن الله. قادمون يا قدس، قادمون يا فلسطين. وسنحرر سيراليون من أكلة القردة. وسنحرر زحفا نحو القدس، زحفا زحفا. وسنحرر واشنطن من بيتها الأبيض والنصر حليفنا بإذن الله. أبو جندل، هل نسينا شيئا؟ إسرائيل. Donc, puisqu'on en était sur Daesh, le rôle, l'objectif de Daesh, je rappelle que la politique pro-Daesh, en réalité, qui est bon pour Israël, c'est la continuation de la politique pro-Hamas des Israéliens. Parce qu'aujourd'hui, on voit que le Hamas résiste à Israël, notamment de façon héroïque à Gaza, mais il faut se rappeler qu'au départ, le Hamas a été favorisé par le pouvoir israélien contre l'OLP et le FPLP, qui étaient, comment dirais-je, des partis, des mouvements pro-palestiniens laïques. En janvier 1964, Nasser propose au chef d'État de la Ligue arabe de créer une organisation pour la libération de la Palestine. Ben Bella, l'Algérie, Aref, l'Irak, Ibn Saoud, l'Arabie, Bourguiba, la Tunisie, Hussein, la Jordanie. Tous s'engagent à soutenir l'Organisation pour la libération de la Palestine, l'OLP. Georges Habash. Il a fondé le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine. Nationaliste et marxiste, radicalement opposé à tout compromis. Et souvent de gauche et même d'inspiration communiste, comme l'était l'ANC de Mandela, je rappelle, en Afrique du Sud. Hein. Et qu'en fait, la stratégie israélienne à l'époque, c'était d'éloigner la gauche occidentale de la sympathie envers la cause palestinienne en islamisant la question palestinienne. Le Hamas, le mouvement palestinien de résistance armée qui fait usage des attentats suicides au Proche-Orient, est au pouvoir dans la bande de Gaza. Le contrôle de Gaza par le Hamas est une menace pour tous les partisans de la modération et de la laïcité au Proche-Orient. Au nom de quoi ce parti, catalogué mouvement terroriste islamiste par l'Occident, agit-il? N'attendez pas d'eux qu'ils se conduisent en police civilisée. Ils sont entraînés à réagir avec une extrême brutalité. Est-il possible que le Hamas dépose les armes et gouverne normalement? Va-t-il instaurer la démocratie ou un régime islamique? Et en fait, au départ, le pouvoir israélien a tout fait, et par tous les moyens, pour favoriser la montée du Hamas à l'intérieur du camp palestinien contre l'influence de l'OLP, du FPLP. Et que même aujourd'hui, si c'est comme le golem et ça finit par se retourner contre eux et devenir gênant, il y a cette stratégie permanente du pouvoir sioniste, qu'il soit d'ailleurs ici ou là-bas, d'islamiser la question palestinienne et la résistance à Israël. Et hélas, aujourd'hui, l'autorité palestinienne et Mahmoud Abbas est allié avec le Hamas. Le Hamas, aujourd'hui, c'est comme Daesh. Il n'y a pas de différence. Il y a un arbre avec toutes les mouvements djihadisme, mais qui ont le même objectif. Ils le disent. Il faut écouter ce qu'ils disent. Notre objectif, c'est la charia. Notre objectif, c'est de tuer tous les infidèles d'où qu'ils viennent. Et ils le font en direct. C'est-à-dire que il y a une islamisation de la résistance à Israël, de même d'ailleurs qu'il y a une judaïsation de la question israélienne, qui au départ, je rappelle, était un mouvement laïque profondément. Pionniers et révolutionnaires, ces émigrants juifs ne viennent pas seulement reconquérir la terre de leurs ancêtres. Alors que le socialisme commence à bouleverser la planète, ils veulent aussi créer un monde nouveau, une société enfin juste et égale. En cet hiver 1910, ils appellent leur petite communauté le kibbutz, le groupe en hébreu. C'est le début d'une utopie unique dans l'histoire.
Et aujourd'hui, on associe bien Israël et judaïsme. Israël est la nation-État du peuple juif. Elle a les mêmes droits pour chacun de ses citoyens et nous nous assurons que tout ceci est respecté. Mais les droits nationalistes ne sont que pour le peuple juif. Un drapeau, un hymne, le droit pour chaque juif de faire aliyah et d'autres particularités nationalistes. Tout ceci n'est accordé qu'à notre peuple dans notre unique et seul État. On est bien vraiment aujourd'hui pour dire que Israël, c'est le pays des Juifs, que la Torah est bien la constitution juive et que la capitale d'Israël doit être la Jérusalem éternelle. Donc il y a bien une judaïsation du sionisme et d'Israël par les sionistes eux-mêmes, alors qu'au départ, ils sont passés, je dirais, par la laïcité et même par l'anti-judaïsme. The early Zionists, Norodom, Jabotinsky, Herzl, Ade Gordon, it's a big list, Bohov, they were anti-Jewish to the core. They were totally anti-Jewish. They were so impressed by the idea of proper nationalism, proper patriotism. They say, we Jews are awful people, we don't work, we capitalists, we are bankers, but it's not our fault. It's because we don't have land. Once we are on our land, you will see we go and we start to work and we build kibbutzim. And they did. And they worked for 2 weeks. And then they realized that the Arabs were cheaper. Et il y a bien une volonté d'eux-mêmes, juive et israélienne, d'islamiser la question palestinienne et même d'islamiser la question immigrée en France. Toutes les violences, et il faut dire les choses, toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans. De faire des jeunes immigrés français, d'en avoir plus une lecture gauche-droite et une lecture laïque, mais dire que ce sont en fait un problème islamiste en France, vous voyez, ça vient d'eux. Et Daesh est bien ce piège-là, hein, je boucle la boucle. Là. D'où d'ailleurs le discrédit aujourd'hui d'un Julien Drey, il ne sert plus à grand-chose, parce que SOS Racisme, c'était laïque. Hein, c'était une domination laïque sur les banlieues. Après, il y a eu la montée de l'islam des banlieues, il y a eu la solidarité avec la cause palestinienne, et aujourd'hui, c'est pas lutter contre l'islamisation des banlieues, c'est pousser l'islamisation des banlieues, non pas vers un islam patriote ou un islam moral, mais vers un islamisme de type islamo-racaille, islamo-sioniste, pour qu'en dernière instance, cet islamisme radical, favorisé par tous les pouvoirs impériaux, soit bon pour Israël. Et c'est d'ailleurs malheureusement le cas. Israël, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe ? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. Alors je me pose des questions, je me dis pourquoi fait-on des émissions pour monter au pinacle les chefs cuisiniers français et pourquoi notamment notre ministre des Affaires étrangères qui a été promu pour toutes ces bonnes actions aujourd'hui à la tête du Conseil d'État, M. Fabius. Ça aussi, il faut se poser des questions effectivement sur cette France qui disparaît et qui ne s'appartient plus. Hein. Pourquoi effectivement on estimait que la politique étrangère française devait être portée par les cuisiniers. En une journée, qui sera le 19 mars 2015, le repas à la française sera mis à l'honneur par 1000 restaurants sur les 5 continents et dans toutes nos ambassades. Alors on dira, mais qu'est-ce que ça vient faire avec la diplomatie ? Eh bien, je pense qu'on peut créer la gastronodiplomatie. Je pense qu'il faut se poser la question de ce que c'est que la disparition de ce qu'on appelle l'universalisme français, qui est un système de valeurs à vocation universelle. C'est pas un hasard si Paris a été considéré comme capitale mathématique mondiale depuis les Lumières, à peu près, depuis le milieu du XVIIIe siècle. Et c'est parce que la mathématique, c'est une démarche d'universalisme, d'absolu, d'abstraction, qui s'accommode extrêmement bien de l'esprit français, tel qu'il s'est mis en place au moment des Lumières et même encore avant. Je vais rappeler que comme système de valeurs à dimension universelle présent au monde, il n'y en a pas 36. Il y a le marché judéo-anglo-saxon, le monde du capital. Il y a l'Aouma musulmane. Il y avait, mais ça a disparu, le communisme, qui était aussi porté sous Staline par la Russie, et aujourd'hui qui a été remplacé comme offre par l'eurasisme de Douguine. C'est intéressant, mais qui est
quelque chose qui n'est pas totalement central aujourd'hui, et l'universalisme français, c'est-à-dire les droits de l'homme, les Lumières, et qui est un système-monde. Pour comprendre ce que c'est qu'un système-monde par rapport à un système qui ne l'est pas, le pan-germanisme n'est pas un système-monde. Le pan-germanisme, c'était de dire que les Allemands avaient vocation à dominer le monde, mais pour des questions raciales. C'est-à-dire ça proposait non pas une adhésion globale, mais une soumission. Heinrich Claas a 40 ans en 1908 quand il devient président de la Ligue pan-germaniste. Fondée pour soutenir les visées coloniales du Reich, elle s'élargit aux partisans du nationalisme allemand. Claas radicalise le discours du mouvement et diffuse les théories raciales et l'antisémitisme dans la droite du Reich. Pour lui, il faut montrer la force et l'unité du peuple allemand face aux voisins ennemis, en particulier la France. Et pour ce faire, pourquoi pas une bonne guerre ? Et c'est d'ailleurs ce qui a posé des problèmes à l'Europe hitlérienne. C'est qu'à un moment donné, d'ailleurs, vers la fin, il s'est rendu compte de ses erreurs, c'était une offre de soumission raciale. Tout ce que nous possédons aujourd'hui devant nous de civilisation humaine, de produits de l'art, de la science et de la technique, est presque exclusivement le fruit de l'activité créatrice des Aryens. Ce fait permet de conclure par réciproque, et avec raison, qu'ils ont été les seuls fondateurs d'une humanité supérieure. Adolf Hitler. Mein Kampf. On ne peut pas faire adhérer quelqu'un à un projet où tu lui proposes d'être dans une position d'inférieur. C'est pour ça que le mondialisme pan-germanique n'a aussi peu d'avenir que le mondialisme judéo-sioniste, puisque c'est une proposition inégalitaire, c'est une proposition de soumission. Alors que l'universalisme français, c'est une adhésion d'idées où tout le monde est égal. C'est-à-dire que vous pouvez y adhérer, quelle que soit votre origine. C'était il y a 100 ans, l'approche de la Première Guerre mondiale, les obus qui bientôt allaient s'abattre sur des milliers de soldats partis défendre la France, un pays dont pour certains, comme Apollinaire, ils n'étaient même pas les ressortissants. Né polonais, du temps de l'Empire russe, Guillaume de Kostrovicki est mort pour la France, des suites de sa blessure par un éclat d'obus en 1916. Il s'était engagé volontairement pour une patrie dont il respectait la passion des arts et où il avait rencontré les écrivains et les artistes les plus extraordinaires de son temps. Je pense justement que parce que nous sommes enracinés dans la négritude et très profondément, nous avons besoin de la langue et de la civilisation française comme apport complémentaire, comme pollen. Mais les vrais trésors m'attendaient dans la bibliothèque de mon père. À 12 ans déjà, je connaissais tous les poètes bénis de la France. Souvenir, souvenir, comme veux-tu, l'automne faisait voler la griffe à travers l'air à tonnes. C'est ce qui rend compréhensible le discours de Phnom Penh de Gaulle, son discours de Montréal, et ce qu'il avait compris quand il disait « La France peut incarner la troisième voie ». L'accord aurait pour objet d'établir et de garantir la neutralité des peuples de l'Indochine et leur droit de disposer d'eux-mêmes tels qu'ils sont effectivement, et chacun étant responsable entièrement de ses propres affaires. Ni communisme, qui est un universel, ni américanisme, qui est un universel. L'universel du marché, qui n'est pas un universel d'idées, c'est un universel de commerce et d'argent. Et l'universel communiste, qui était un universel d'idées, mais qui s'est effondré. Il y a l'universel religieux, qui est l'universel musulman, puisque l'universel catholique a été d'abord sapé par le protestantisme, puis s'est effondré de lui-même quand l'Église catholique a décidé de se rallier, d'abord à la Révolution française, puis par les communications de Maurras, puis aujourd'hui se rallier par Vatican II à cet autre universel qui est l'universel conjoint capitaliste et juif, qui s'appelle l'impérialisme américano-sioniste, judéo-protestant, vétérotestamentaire. Il est absolument impératif d'achever de détruire l'universalisme français. Et pour ça, c'est de le réduire à la cuisine. Quand le haricot et la betterave rencontrent la framboise. On est dans différents éléments qui sont judicieusement élaborés, cuits, assaisonnés, un peu sucrés,
pas trop sucré, mais du coup, on ne sait pas où le placer. C'est audacieux de mélanger tous ces goûts ensemble, tous ces parfums ensemble, tous ces produits ensemble. Quand on voit l'universalisme français par le petit bout de la lorgnette, on se dit c'est la sexualité, c'est-à-dire le rapport aux femmes et la bouffe. Mais même le rapport aux femmes, c'est pas compatible au puritanisme protestant et à la vision américaine. You're very attractive. I mean, I'm not objectifying you in any way. I'm not sexist. I promise you I'm not sexist. 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 I'm Donc il ne faut garder de l'universel français que la bouffe. Les touristes étrangers, dans les 3 premiers critères cités pour choisir la destination France avant d'aller sur une autre destination, ils citent toujours la gastronomie. La cuisine, c'est un des meilleurs ambassadeurs de France. C'est certainement même le meilleur. Et c'est ce piège-là qui nous est tendu aujourd'hui, c'est vous n'avez le droit d'être encore français que par la haute cuisine. Tout le reste, vous devez l'oublier et vous rallier à l'idéologie marchande, capitaliste, américaine et américano-sioniste. On voit bien cette alliance. Et pour achever ma digression, ce qui est intéressant, c'est que pour ne pas parler de moi, le type qui a incarné ce génie français récemment, c'est Dieudonné. Et comme par hasard, Dieudonné comme Napoléon était corse, par exemple, ou comme Mazarin était italien, est un type qui a parfaitement compris et qui incarne parfaitement le génie français en tant que métis franco-camerounais comique. Voyez, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une espèce de haine contre ce qu'il représente. Il faut lui défoncer sa gueule. Et c'est pas un hasard si on l'empêche encore plus de s'exprimer à l'étranger qu'en France. Quand je vois que la communauté organisée a empêché qu'il joue récemment au Canada... Vous vous sentez traité comme Koulibaly? Quand j'arrive à la douane, expliquez-moi, quand j'arrive à la douane et que je suis expulsé, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de drôle en citant un tueur, en mettant cette image-là de Koulibaly. Êtes-vous antisémite? Pas du tout. Non, vous aimez les Juifs? Est-ce que vous aimez les Juifs? Quand je rappelle, c'est le Bnei qui est monté au créneau pour empêcher Dieudonné de jouer au Canada, comme ils ont empêché que Dieudonné puisse s'exprimer face à dans un autre lieu très international qui est Hong Kong. Ils l'ont empêché aussi de s'exprimer en Thaïlande, car en fait, Dieudonné, c'est, comment dirais-je, le génie français montré à l'étranger, parce que le comique français de Dieudonné est bien supérieur, notamment au comique américain, au comique japonais. Quand on écoute ce que c'est qu'un comique américain traduit, c'est très pauvre, comme puissance humoristique, comme finesse d'esprit. The people in this country are immense, massive bellies, monstrous thighs, and big fat fucking asses. And if you stand there for a minute and you look at one of them, you begin to wonder, how does this woman take a shit? Je pense qu'il y a, à travers la volonté d'empêcher Dieudonné de s'exprimer à l'étranger, la volonté de tuer le génie français à l'export. Et par contre, de favoriser effectivement tout ce qui est cuisine et confiserie. Aujourd'hui, d'ailleurs, un Français qui s'expatrie parce que la France est devenue un pays invivable et insupportable. Aujourd'hui, la première chose que peut faire un expatrié français, c'est monter une boulangerie ou un restaurant en Inde, en Australie ou aux États-Unis. Ce Français d'Aix-en-Provence, titulaire d'un CAP pâtissier, est aujourd'hui multimillionnaire. Son secret, il a tout simplement importé en Australie les recettes de la boulangerie-pâtisserie à la française. C'est toujours de qualité et très bon, mais c'est ce qu'on attend des produits français, n'est-ce pas? Vous savez, on s'attend au meilleur, à ce que ce soit parfait, et ça l'est. Tant mieux pour eux d'ailleurs, mais je veux dire, voilà, on ne veut que subsiste du génie français, de la compréhension du génie français à l'étranger que la bouffe. Et Dieudonné était le type qui pouvait faire comprendre le génie français à l'étranger. Et la communauté qui s'acharne pour détruire le 4e Empire, Rome et le génie français, met toute sa puissance, qui est énorme effectivement, pour empêcher Dieudonné, incarnant le génie français tout en étant un métis franco-camerounais, à l'étranger. Je me soumets à ta grandeur, ô peuple élu parmi les peuples. Pardonne à la bête, mes respects. Merci de m'avoir épargné. D'accord? Tiens, tu peux te le mettre derrière. Voilà. Alain Soral, merci beaucoup. Donc, battons-nous pour le génie français, battons-nous pour l'humanisme bien compris. Comprenons que nous devons mener ce combat non seulement pour la France, mais même pour le bien de l'humanité. Ayons conscience de notre mission et de notre vocation universelle et de la fausse universalité des gens qui nous oppriment et qui, eux, sont aussi peu légitimes par rapport à l'universel bien compris que l'était le pangermanisme hitlérien. Voilà. Mais le pangermanisme hitlérien est mort à Nuremberg et eux, aujourd'hui,
qui en ont triomphé sont tout puissants. Et c'est le vrai drame et le vrai combat d'aujourd'hui et de demain. Tout le reste est très secondaire. Voilà. Amen. Taisez-vous! Non, taisez-vous! Laissez-le terminer.